Il était une fois un ingénieur qui devait construire un pont. Allait-il construire un pont en pierre ou un pont en fer? Il opta pour le progrès et se décida pour un pont en fer. Il étudia la résistance des matériaux et prit ainsi conscience de l'importance des calculs. Il chercha les formules nécessaires et se mit au travail. Ces calculs n'en finissaient pas. Il prit un employé, mais celui-ci fut vite débordé. Il dut en prendre un second, un troisième, un quatrième. L'idée lui vint de les spécialiser. L'un ferait seulement les additions, un autre les soustractions, ou les multiplications, ou les divisions. Lui-même rassemblerait les résultats. Le temps passa. Les opérations devinrent de plus en plus nombreuses. Il fallut engager un coursier et d'autres employés. Malgré ces renforts, les calculs ne se faisaient pas assez vite au gré de l'ingénieur. Il rêva d'une machine qui, à elle seule, remplacerait tous ses employés et ferait en un jour ce qu'il faisait en un mois. Son rêve commença à devenir réalité. Des machines mécaniques rendaient les calculs plus rapides, plus exacts et moins onéreux. Lorsqu'apparut l'électricité, les machines à calculer mécaniques furent remplacées par des machines électriques et les coursiers par des téléphones. Et, laissant courir son imagination, l'ingénieur se vit seul, dans son grand bureau vide, devant un pupitre, d'où il pouvait commander tous les calculs nécessaires. Ces milliers d'opérations à la minute, ces millions de chiffres triés, additionnés, rangés, imprimés, cela ne surprend plus personne. Le fonctionnement de ces machines est bien simple. Elles sont toutes grandes ou petites, construites sur le même principe. Les chiffres ou lettres, les informations, traduites dans un langage propre à la machine, sont introduites dans la calculatrice sous forme de cartes ou de rubans perforés ou d'enregistrements magnétiques, et ceci par les organes d'entrée. Ensuite, organe essentiel, la mémoire conserve ces données pour les utiliser au fur et à mesure des calculs. Séparément, l'unité de calcul effectue sur ces données les opérations arithmétiques ou logiques. Les résultats sortent en clair sur des imprimés pour être lus par l'homme, en code sur des cartes ou bandes magnétiques pour être lus par la machine. Un pupitre central permet le contrôle et la commande de la machine. Malgré leur volume important, les cartes perforées restent actuellement le support le plus fréquent des informations qui entrent dans la machine. Sur ce jouet, les trous représentent des notes. Ils sont la première transformation d'une information dans un langage adapté à une machine. La présence d'un trou donne une information élémentaire. Une note est jouée ou non. En électricité, cela se traduira par le passage ou l'arrêt d'un courant. Sur une carte perforée, l'emplacement et le nombre de perforations dans une colonne indiquent un chiffre ou une lettre. Chaque carte contient ainsi un ensemble de renseignements élémentaires. Lues les unes après les autres, les perforations sont traduites en impulsions électriques. Des bandes perforées dans un code différent sont comme les cartes traduites en impulsions électriques. Enfin, un autre support d'information, le ruban magnétique. C'est un enregistrement d'impulsions directement utilisable par la machine. Sa capacité est très grande. Le contenu entier de ce dictionnaire peut être inscrit sur cette seule bande magnétique. Toutes les informations entrées dans la machine sont stockées pour être utilisables au fur et à mesure des opérations. Cette partie de l'ordinateur est la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire?
c'est la trace que l'on garde de toute action ou de toute information. Mais comme sur le sable, la mer efface les traces, le contenu des mémoires de la machine peut être effacé volontairement. Ainsi, cet épicier se sert de la boîte de fromage pour faire le compte de sa cliente. Ce support est utilisé quelques secondes, le temps que la cliente paye. Sur ces feuilles de papier, il a... Une fois le compte de sa journée fait, celles-ci ne sont plus utiles. Enfin, sur son grand livre, il ne reporte que le montant de ses ventes et de ses achats. Il a ainsi utilisé, dans le temps où elle lui était nécessaire, 3 mémoires différentes. Dans la machine, les mémoires se différencient aussi selon leur forme, leur capacité de retenir quelques milliers ou quelques millions de chiffres, et enfin leur temps d'accès. Vous voulez appeler votre frère au téléphone, vous vous souvenez de son numéro, en une fraction de seconde, vous le composez. Temps d'accès, une fraction de seconde. S'il s'agit d'appeler un ami, son numéro se trouve dans votre agenda. Temps d'accès à la mémoire qu'est cet agenda, quelques secondes. À défaut d'agenda, vous recourez à l'annuaire du téléphone. Temps d'accès alors plus long, quelques dizaines de secondes ou quelques minutes. De même, à l'échelle de la vitesse de l'électricité, les différentes mémoires de la machine ont des temps d'accès variant dans des proportions de 1 à 100 000. Cartes perforées, qui, après lecture, peuvent être conservées pour d'ultérieures utilisations. Mémoires affairites. L'accès en est presque instantané, mais la capacité faible et le prix de revient élevé. Elles servent à stocker pendant quelques fractions de seconde les informations, les ordres, les résultats, pour permettre leur transit entre les différents organes de la machine. Tambours ou disques magnétiques tournant sur un axe et sur lesquels sont stockées les informations utilisables avec un temps d'accès plus long. Enfin, le ruban magnétique qui peut, nous l'avons vu, servir de source d'information, de fichier permanent, c'est-à-dire réunir tous les renseignements concernant la gestion. Sa grande capacité, sa facilité d'emploi et de conservation en font une véritable bibliothèque toujours disponible. Il y a sur ces rayons 600 rubans magnétiques qui contiennent 3 milliards de chiffres ou de lettres. Une personne qui voudrait les lire y consacrerait 20 ans de sa vie. Le calculateur, lui, les lirait en 3 jours. Chacune de ces mémoires est adaptée aux besoins de la machine. Et pour en augmenter les possibilités, il suffira souvent d'augmenter le nombre de ces mémoires. Tous ces boîtiers, ces relais, ces fils vont transmettre vers l'unité de calcul les informations enregistrées et stockées dans les mémoires. Sur ces impulsions électriques, une seule opération est possible, l'addition. Mais qu'est-ce que l'addition? C'est la réunion de 2 ou plusieurs nombres et leur fusion en un seul. Toutes les autres opérations sont de ce fait ramenées à l'addition ou à une série d'additions. Or, la multiplication n'est qu'une série d'additions. Le multiplicande est reporté et additionné à lui-même autant de fois que l'indique le multiplicateur. La machine compare le nombre de reports et le multiplicateur. Lorsqu'ils sont égaux, elle s'arrête et fait la somme des multiplicandes. La soustraction est une addition algébrique, ou plus simplement, une addition à l'envers. Et les divisions sont transformées en un comptage de soustraction, donc d'additions algébriques. Les 4 opérations fondamentales sont ainsi ramenées à l'addition. De plus, nous l'avons vu,
la machine sait comparer deux nombres entre eux et poursuivre son travail de deux façons différentes, suivant le résultat de cette comparaison. Autrement dit, la machine possède aussi une fonction importante. Elle peut choisir. Choisir, c'est décider d'une action en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. Cette femme choisit une robe selon la saison, l'endroit où elle vit, la mode ou la qualité. Dans la machine, les choix élémentaires sont binaires. Ils n'admettent de réponse que par oui ou par non. Le relais est binaire, le courant passe ou ne passe pas. Aux relais traditionnels, aux tubes électroniques, aux contacteurs, on préfère maintenant les semi-conducteurs, diodes, transistors, supraconducteurs. Leurs faibles dimensions permettent de les loger dans des circuits de plus en plus petits. Les choix élémentaires étant binaires, un enchaînement logique et précis de tels choix permet de mener à bien les calculs les plus complexes. Les résultats de ces calculs vont s'exprimer sous forme d'états, de documents très clairs, lisibles par tous, ou bien encore sous forme d'enregistrement sur ruban magnétique dans le langage propre de la machine. Calculer, comparer, choisir, organiser la suite des opérations suivant le résultat de cette comparaison, à ceci se borne tout ce qu'on pourra appeler son intelligence servile. Servile parce qu'elle n'exécute que la suite des opérations qui lui ont été dictées. Les informations viennent des organes d'entrée sous forme d'impulsions électriques. Elles sont dirigées vers les mémoires, d'où elles seront extraites au fur et à mesure des calculs. Ceci terminé, les résultats viennent s'inscrire sur les unités de sortie. Les opérations dans la machine doivent être exactement adaptées aux problèmes posés et se suivre dans un ordre logique. Cet ordre, c'est l'homme qui le détermine en fonction des possibilités de l'ordinateur et des résultats à atteindre. Cet ordre, c'est le programme. La machine obéit au programme comme la cuisinière se conforme à la suite d'instructions que donne son livre de recettes de cuisine pour la réussite d'un plat difficile. Le programmeur prépare pour la machine une suite d'instructions commandant les opérations élémentaires pour l'exécution du travail donné. Tâche minutieuse, difficile, mais passionnante du programmeur. C'est lui qui va coordonner le fonctionnement de ces différents organes dont le travail doit être parfaitement synchronisé. De grandes entreprises ont confié aux machines le soin d'assumer les opérations de gestion. Dans celle-ci, l'effectif est de 340 000 personnes. 60 heures suffisent à l'ordinateur pour élaborer et imprimer leur bulletin de paie. Précédemment, 3 000 employés étaient nécessaires en permanence pour effectuer ce travail. Toute l'information propre à l'établissement des horaires, la rotation des wagons, la gestion du parc de matériel est traitée par la machine. L'ordinateur est adaptable aux besoins de l'entreprise. Cette grande et puissante machine est nécessaire à celle-ci, dont le réseau recouvre. À l'opposé, un petit équipement à carte perforée en service chez un épicier de province. La cliente ne choisit plus un produit, mais sa représentation, la carte perforée.
La machine édite la facture. Pendant que la cliente en règle le montant, le magasinier prépare la commande au vu de cette facture. L'automation pénètre dans la vie quotidienne et allège la peine des hommes. Pour la banque, les machines sont parfaitement adaptées à la tenue des opérations comptables. Dans cette banque, 400 000 comptes sont vérifiés et positionnés chaque jour. L'opérateur, à son pupitre, surveille le déroulement du programme de travail. De même, dans cette compagnie d'assurance, toutes les indications utiles à la gestion sont fournies par un ensemble électronique. Ce sont là des opérations comptables, direz-vous. Sans doute, les ordinateurs travaillent sur des nombres, comme le faisaient autrefois les hommes, mais infiniment plus vite et en toute sécurité. L'emploi de ces machines ne se limite pas là. La détermination de l'utilisation des moyens et de leur combinaison dans un grand port moderne est un problème de recherche opérationnelle dont le traitement est du domaine de l'ordinateur. Les opérations d'entrepôt, l'attente à quai, le déchargement, le mouvement des navires, le stockage des marchandises ou l'emploi du personnel sont analysés et codés pour lui être transmis. L'ordinateur travaille sur ces informations et prévoit au mieux le mouvement des navires, l'attente des remorqueurs, l'utilisation des installations portuaires. Choisir la source de production d'énergie est un problème important pour l'économie d'un pays. Connaissant les consommations passées et les coûts de production, en fonction de la situation présente, l'ordinateur prépare les décisions de mise en marche de telles centrales thermiques ou hydrauliques et les conditions de stockage des différentes sources d'énergie. Notre siècle est celui de la vitesse. Les avions à réaction remplacent les avions à hélice. Et pourtant, les services commerciaux utilisent encore bien souvent des méthodes archaïques. Hier, pour obtenir une place d'avion, il fallait autant de temps qu'aujourd'hui pour effectuer le voyage Paris-New York en jet. La vitesse impose une solution en temps réel. L'ordinateur l'apporte. Au siège de la compagnie, une mémoire magnétique sur laquelle sont inscrites les caractéristiques de tous les vols, le nombre de places vendues, le nombre de places encore disponibles. Dans chaque agence, un pupitre relié à l'ordinateur permet de consulter cette mémoire. Des boutons traduisent la question en un langage compréhensible par la machine. La réponse arrive dans un code simple. Oui ou non, la place peut être vendue. Les ordinateurs, comme les machines transfert, apportent à l'homme une nouvelle automation. Ce ne sont pas seulement des travaux manuels qui en sont l'objet, mais aussi des opérations intellectuelles. Des usines où l'intervention humaine est réduite à une surveillance sont construites au stade expérimental pour être conduites par une machine. L'ordinateur contrôle, enregistre les indications de fonctionnement, choisit, décide et commande. Son fonctionnement en automatisme permet un contrôle rigoureux et sans retard. Sa mémoire conserve sans erreur la trace du déroulement d'un processus ou d'une expérimentation. Par exemple, au cœur d'une pile atomique inaccessible à l'homme, il est nécessaire de contrôler l'intensité du rayonnement, de détecter l'augmentation de la radioactivité du système de refroidissement. L'ordinateur, qui déjà avait permis de calculer les critères exacts de fonctionnement, enregistre à chaque instant ces différentes valeurs et indique, si besoin est, les corrections nécessaires. Des organisations d'éleveurs se sont formées, ayant pour but l'amélioration de la race bovine.
Elle sélectionne le bétail suivant la nécessité de produire de la viande ou du lait. Les caractéristiques biologiques de chaque animal sont portées sur des cartes. Le tri et le choix des reproducteurs s'effectuent en fonction des besoins du marché et des possibilités des éleveurs. On produit ainsi, avec le maximum de chance, l'animal qui répond aux besoins. À notre époque, il faut calculer, ne rien laisser au hasard. Et partout où il y a calcul, il y a ordinateur. Il est l'un des bras de l'ingénieur, résolvant pour lui les équations les plus compliquées. Sputnik, Explorer, Lunik, Ranger, derrière chacun de ces noms, nous soupçonnons une infinité de calculs faits par des ordinateurs, chargés de résoudre les nombreux problèmes que pose l'envoi d'une fusée vers la Lune. C'est dans la correction de la trajectoire pendant le vol que l'ensemble électronique trouve le maximum de son efficacité. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De nombreux facteurs entrent en jeu. Les mouvements de la Terre, du Soleil, de la Lune, l'accélération de la fusée, son poids, sa vitesse, sa consommation, etc. La fusée transmet continuellement toutes les indications de son fonctionnement. Un ordinateur compare la trajectoire réelle avec celle qui avait été prévue, corrige et commande directement la fusée pour la ramener dans la direction initiale. Seule une machine électronique peut calculer rapidement sur des nombres aussi grands et appliquer immédiatement les résultats. L'homme commence à prendre conscience des possibilités immenses de ces outils. Il lui ouvre des horizons insoupçonnés. Hier encore, certains calculs dépassaient la durée de la vie humaine. Aujourd'hui, les ordinateurs calculent au millionième de seconde. Et l'homme s'étonne de les voir réussir dans ce qu'il croyait être son apanage. La machine peut aussi composer de la musique. Il suffit de lui en donner les règles. Celle-ci concerne la musique traditionnelle. Voici l'harmonie. Voici le rythme. Voici la durée générale du morceau. Lorsqu'elle aura enregistré ces cartes, la machine sera devenue compositeur. Il ne lui manque que l'inspiration. La voici. Mais devant ces robots, l'homme n'éprouve aucune crainte, car c'est lui qui les a conçus. C'est lui qui les surveille et les commande. En fait, l'ordinateur ne remplace pas l'homme en le privant de certains emplois. Il le libère de tâches serviles et lui permet, après qu'il ait augmenté ses connaissances, d'occuper des postes générateurs d'une vie meilleure. Ces machines ne sont que des esclaves sans âme, dont l'homme est le cerveau. L'homme est le seul être au monde qui soit libre de choisir ce qu'il convient de faire et de penser. Ce qu'il décide peut procéder d'un choix subjectif
venir de ses préférences personnelles. Ce qu'il aime peut être déterminé par ses goûts ou son éducation. Il est pourtant certains cas où il n'existe pour l'homme, qu'on le veuille ou non, aucun choix. Les faits sont les faits et il n'est pas toujours possible de leur échapper. C'est là que l'ordinateur s'affirme comme le plus extraordinaire outil de la pensée humaine. Si, durant la révolution industrielle, les machines ont multiplié la puissance physique de l'homme, l'ordinateur, aujourd'hui, lui permet une énorme extension de ses facultés mentales. Toutefois, pour utiliser valablement un outil à ce point révolutionnaire, il faut le comprendre, le considérer objectivement. Les hommes sont artistes, faillibles, inventifs, originaux. Leurs possibilités sont extraordinaires. Cependant, dans le royaume des faits, quand il n'existe qu'une seule réponse possible, quand il n'est pas question de jugement ou d'opinion, lorsque les qualités purement humaines comme l'imagination ou la prévision n'ont pas à intervenir, l'ordinateur devient un outil inappréciable. Les ordinateurs jonglent avec les nombres. Les opérations complexes qu'ils mènent à bien sont le résultat de leur capacité d'effectuer rapidement et sans erreur de nombreuses opérations simples. Ils peuvent emmagasiner des nombres et les produire au bon moment. Ils peuvent également effectuer des choix logiques et simples comme la sélection. Par exemple, ils sont capables de déterminer quel est le plus grand de deux nombres, ou séparer les nombres plus grands que 13 de ceux qui lui sont inférieurs. Il peut sembler extraordinaire que les ordinateurs puissent faire tant de choses avec si peu de possibilités. Mais les lettres de l'alphabet ne suffisent-elles pas à exprimer la totalité du savoir humain? L'ordinateur est une machine, un outil de tous les jours. Pour comprendre le principe de son fonctionnement, on peut réduire celui-ci à 5 fonctions de base. Le traitement des données implique tout d'abord une entrée, que nous représenterons par une paire de lunettes. Ensuite vient la mémoire, le magasin, que nous illustrerons par une rangée de cases numérotées. Toutes les instructions et les données à traiter y seront placées. La fonction de calcul sera représentée par une machine à calculer de bureau. En quatrième lieu, nous trouverons la sortie, dont une machine à écrire constituera le symbole. Enfin, l'unité de contrôle sera représentée par un cadran. Ces 5 fonctions peuvent évidemment être assurées par des hommes qui formeront en quelque sorte un ordinateur humain. Lorsque l'on étudie ces principes, la première chose qui frappe est que l'ordinateur est en soi inerte. Il ne peut rien faire sans instruction. Celles qu'il est capable de suivre sont d'ailleurs peu nombreuses et relativement simples, et elles doivent lui être précisées par quelqu'un. La première instruction demande à l'ordinateur de placer un nombre donné dans une certaine case. Mais tout ceci est bien abstrait. Écrivons-le plus simplement. L'instruction suivante consiste à additionner 2 nombres dans la mémoire, puis à y placer la réponse. On peut à nouveau résumer la chose comme ceci. De même, on peut ordonner à l'ordinateur de soustraire, de multiplier et de diviser. Une autre instruction essentielle consiste ensuite à faire imprimer le résultat. Et l'instruction finale est stop. Une présélection de ces instructions peut être utilisée pour résoudre tous les problèmes que peut aborder l'ordinateur. On appelle programme cette série d'instructions. Voyons maintenant comment utiliser un programme pour résoudre un problème simple. Prenons une famille de 4 personnes. On en connaît les âges individuels. Le problème consiste à déterminer l'âge moyen de ses membres. On place d'abord toutes les informations, les données, dans la mémoire. L'âge du premier enfant dans la première case, et ainsi de suite. Le nombre de personnes que compte la famille est enregistré dans la 5e case. Les ordinateurs ne peuvent additionner que 2 nombres à la fois,
Aussi faudra-t-il effectuer les totaux successifs de tous les âges. On additionne en premier lieu les âges des deux enfants qui se trouvent dans les cases 1 et 2. On ajoute ensuite l'âge de la maman à ce premier total. On procède de même avec l'âge du papa. L'étape suivante consiste à diviser le total des âges qui se trouve maintenant dans la première case par le nombre de membres de la famille placés dans la case 5. L'instruction numéro 10 est nécessaire pour obtenir de l'ordinateur la réponse souhaitée. Enfin, n'oublions pas la dernière instruction, stop. Ces 11 instructions constituent un programme complet, quoique très simple. Il est de ceux que peut effectuer notre ordinateur humain. La machine s'éveille quand l'opérateur lui fournit une série d'instructions, un programme, comme nous l'appelons. Chaque composante exerce une action distincte et n'intervient que lorsque le contrôleur le commande. Dans notre ordinateur simplifié, le lecteur déchiffre pas à pas les instructions du programme et passe les données au magasinier qui les dispose dans les cases appropriées. Le contrôleur doit savoir quelle partie du programme est en train d'être effectuée, de manière à faire fonctionner son compteur à chaque instruction. Une fois toutes les données emmagasinées, les totaux successifs de tous les âges sont effectués. 2 nombres seulement sont additionnés à la fois. Quand tous les âges ont été additionnés, le contrôleur donne l'instruction suivante. Diviser le total par 4, nombre des membres de la famille. L'imprimeur reçoit alors l'instruction d'imprimer le résultat. Et pour finir, stop. Pour résoudre un problème aussi simple, notre ordinateur humain est plus que suffisant. Il serait plus réaliste, plus à la mesure de l'ordinateur électronique, de lui faire déterminer l'âge moyen de toute la race humaine. Supposons que nous disposions d'une liste reprenant l'âge de chaque individu. À la fin de cette liste, on placerait le chiffre total de la population du globe, 3 milliards. Le programme peut commencer. On met le premier âge dans la case numéro 1 de la mémoire, le deuxième âge dans la case numéro 2. On les additionne et l'on place le résultat dans la première case. On place l'âge suivant dans la case 2, on additionne, et ainsi de suite. Il faut noter la manière dont le programme se répète. Il existe une instruction similaire pour stocker les âges les uns après les autres, avant de les additionner au totaux partiel. Le programme complet comprendrait plus de 6 milliards d'instructions similaires et serait totalement irréalisable. Il faut donc trouver une manière d'y effectuer des coupes sombres. D'abord, tous les âges peuvent être retirés de la mémoire, excepté les 2 qui nous intéressent pour le moment. Dès lors, au lieu de répéter une instruction séparée et identique indiquant comment traiter chaque âge, toutes les instructions suivant la 3e seront remplacées par une instruction générale, renvoyant l'ordinateur à l'instruction numéro 2, prêt à additionner un nouvel âge. L'instruction suivante utilise la faculté de l'ordinateur de procéder à un choix en cas d'alternative. Un nombre dépassant 999 ne peut représenter un âge humain. Aussi, cette instruction n'est-elle pas enregistrée quand il s'agit de totaliser les âges. En la plaçant après l'instruction numéro 2, on enjoint à l'ordinateur de ne passer à l'instruction suivante que lorsque se présente le total de la population qui dépasse 999. Ceci survient lorsqu'il faut diviser le total des âges, qui se trouve dans la case 1, par le total de la population placé dans la case 2. La réponse suivante commande l'impression de la réponse.
Enfin, on indique stop. L'utilisation d'un programme ne comportant que 8 instructions permet donc de calculer l'âge moyen de 3 milliards de gens. Notre ordinateur humain pourrait utiliser ce programme de 8 instructions et effectuer le travail. Toutefois, comme il faut environ 30 secondes pour additionner chaque âge, même si tous les éléments travaillent au maximum de leurs possibilités, on n'aboutira pas à grand-chose. Il serait inconcevable d'appliquer un tel système à l'énorme volume d'informations qu'il faut traiter aujourd'hui. Le satellite est un des objets mécaniques les plus rapides que l'homme ait jamais construit. Il lui faut néanmoins quelques 90 minutes pour faire le tour de la Terre. Une impulsion électrique fait le même trajet en un tiers de seconde environ. C'est dire que ces impulsions nous offrent une solution très intéressante si nous voulons réaliser un véritable ordinateur. La plupart des objets électriques peuvent se trouver dans 2 états. Une lampe est allumée ou éteinte. Un voltage est présent ou absent. Un courant passe ou ne passe pas. Un champ magnétique est orienté dans un sens ou dans le sens opposé. Un interrupteur est ouvert ou fermé. L'homme possédant 10 doigts, il a trouvé pratique, voici bien longtemps, de pointer les choses par groupe de 10. D'où l'origine du système décimal qui utilise 10 chiffres de 0 à 9. Un nombre écrit dans le système décimal représente donc des 1. 5 d'entre eux, autant de fois 10, autant de fois 100, c'est-à-dire 10 fois 10, autant de fois 1000, c'est-à-dire 10 fois 10 fois 10, etc. Si une pieuvre devait étudier les mathématiques, elle utiliserait naturellement le système octal, comptant par 8 et utilisant des chiffres de 0 à 7. Ce que les hommes écrivent 85, elle l'écrirait 1, 2, 5. Ce qui signifie en octal 5 fois 1, 2 fois 8, et 1 fois 64, c'est-à-dire 8 fois 8. Total, 85. Tout calcul effectué en mathématiques décimales peut être effectué en système octal. L'électricité n'a pour ainsi dire que 2 doigts, ouverts ou fermés. Aussi est-il plus facile pour les ordinateurs électroniques d'utiliser le système binaire qui ne comporte que 2 chiffres, 0 et 1. Ce que nous appelons 13 s'écrit 1, 1, 0, 1 en binaire. 1 fois 1, pas de 2. 1 fois 4, c'est-à-dire 2 fois 2. 1 fois 8, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. On peut représenter 13 par 4 lampes, allumées, allumées, éteintes, allumées. De même, on peut utiliser du courant qui passe ou ne passe pas, du magnétisme dans un sens ou dans l'autre. Chacun de ces états électriques peut représenter 13 ou tout autre nombre. Si l'on attribue aux lettres de l'alphabet des nombres pour les représenter, ces nombres peuvent évidemment s'exprimer en binaire. Ces nombres binaires peuvent être représentés à leur tour par des lampes électriques allumées ou éteintes. On peut ainsi écrire ROM à l'aide de 14 lampes électriques. Il est donc possible d'intégrer des noms ou des instructions écrites dans le programme d'un ordinateur.
Pour tous les ordinateurs, l'entrée peut se présenter sous une forme susceptible d'être rapidement saisie, reconnaissable par la machine. Une carte perforée est un type d'entrée largement utilisé, mais il en existe d'autres. Un ou plusieurs trous, perforés en divers endroits sur les cartes, peuvent représenter tous les nombres, lettres ou signes conventionnels possibles. Le programme de l'ordinateur peut être perforé directement sur carte par une machine qui convertit automatiquement le texte ordinaire en symbole approprié. Ces cartes peuvent être introduites très rapidement dans l'ordinateur. La mémoire principale d'un ordinateur est une matrice constituée d'un million ou plus de petits anneaux magnétiques. Chacun peut être magnétisé par un courant électrique passant au travers. En modifiant la direction de ce courant, le noyau peut être magnétisé dans un sens et enregistrer un 0, ou dans l'autre et enregistrer un 1. Ces noyaux peuvent se charger et être lus à une vitesse qui approche celle de la lumière. Le calculateur, comme tous les composants de l'ordinateur, est une masse de circuits électroniques. Il fonctionne à l'aide d'impulsions électriques représentant des 1 et des 0 binaires. Il peut additionner, soustraire, diviser, multiplier ou sélectionner tous les nombres possibles. La fonction de l'unité de contrôle ressemble à celle d'un chef d'orchestre. Elle actionne chaque section ou chaque instrument au bon moment, selon un schéma, un programme en termes d'ordinateur, écrit par quelqu'un d'autre dans le code approprié. La sortie de l'ordinateur peut se présenter par exemple sous la forme d'une imprimante qui convertit toutes les informations binaires en mots et en chiffres. Mais les ordinateurs effectuent beaucoup de travaux importants qui ne nécessitent pas grand-chose comme sortie effective. Ils contrôlent par exemple des processus industriels et en gardent l'enregistrement. Dans ce cas, ils ne rapportent que des faits exceptionnels ou inhabituels. Suivant les circonstances, la sortie peut aussi se faire au moyen de bandes magnétiques, de disques magnétiques ou de cartes perforées. Dans certains cas, il peut même être plus aisé de sortir les résultats sur un appareil de télévision. On peut aussi téléphoner à l'ordinateur et entendre la réponse appropriée préenregistrée. On peut se fier aux résultats fournis, car à chaque élément de calcul correspondent des vérifications effectuées par des circuits intégrés. Ainsi, la vitesse, comme l'automatisme et la fiabilité, sont les grands atouts de l'ordinateur. Un important calcul qui prendrait une année à un homme seul peut être effectué en moins d'une seconde par la machine. Les ordinateurs peuvent ainsi résoudre, ou tout au moins aider à la solution des problèmes que l'homme ne pourrait affronter seul, faute de temps. L'homme n'a d'ailleurs que faire de travaux aussi fastidieux. Mais les ordinateurs n'ont aucune originalité, aucune initiative. Si une machine électronique fait atterrir un avion, c'est uniquement parce qu'elle a été spécialement programmée à cet effet. Le jugement de l'homme peut lui aussi indiquer immédiatement, entre de multiples alternatives, quelle peut être la route la plus courte pour traverser une ville. Un ordinateur, pour ce faire, devrait être programmé sur la longueur de chaque itinéraire et ses points terminaux. Il pourrait additionner alors les milliers de sections possibles et sélectionner la meilleure en une fraction de seconde. Mais, à moins d'être spécialement programmé, il ne pourrait savoir que le bord de la rivière est de toute beauté et que ce simple fait peut faire paraître le trajet beaucoup plus court. Ces enfants vont grandir dans un monde où le facteur technologique le plus important est le développement et l'essor des ordinateurs. Ils sont déjà capables de faire tout ce que peut faire un ordinateur. Lire, additionner, grouper des choses, évaluer des nombres et en désigner les plus grands, sélectionner des éléments pour les emboîter et, finalement, écrire. L'ordinateur ne sait rien faire de tout. Le reste est fait par les hommes et les femmes qui écrivent les programmes.
Notre monde matériel est entré dans une phase d'évolution rapide, au cours de laquelle les ordinateurs vont affecter incroyablement notre vie à tous. Déjà, les habitants d'une ville ont été interrogés sur les modes d'existence qu'ils souhaitaient à la fin de ce siècle. Un ordinateur a produit le plan d'une ville future, en traitant les desiderata individuels d'un demi-million de personnes sur différents types de maisons, de moyens de transport, de styles de loisirs et de travail, compte tenu en même temps de l'accroissement prévu de la population et des ressources disponibles. Mais l'ordinateur ne peut offrir qu'une série de concepts mathématiques. Ce n'est que dans la mesure où nous comprendrons ce puissant outil et que nous connaîtrons la meilleure façon de l'utiliser que nous pourrons en tirer pleinement profit. Car seuls les hommes et les femmes peuvent faire que cette ville de l'avenir soit un havre de beauté et de tranquillité. Counting sheep sends you to sleep. Why? Because like all boring jobs, it's simple and repetitious. It would be good if machines could do all the boring and repetitious jobs. Let's make one that will count our sheep for us. One finger to one sheep is the unitary system. To improve on fingers, we use stones. If we forget how many sheep have passed, the stones act as a record. They are a memory store. Lots of sheep need lots of stones. An improvement on the unitary system of one sheep to one stone is the decimal system. By putting stones into columns and counting in tens, 36 stones can represent 10,000. Put a frame around them, and they become an abacus. The number can be seen at a glance. The abacus both stores and registers the number. The abacus can be improved upon by making the stones into lamps. Then, by adding a switch, the sheep can count themselves. The sheep switch and register can be thought of as input, control, and output. This is a simple computing device. In the decimal system, each number to the left is multiplied by 10. In the binary system, each number to the left is multiplied by 2, but the numbers are added to get the result.
In this system, any number can be expressed with the digits 1 and 0. They are called binary digits, or bits. They can represent the on-off state of the lamps, a current flowing or not flowing. A switch, open or closed. A positive or negative waveform. A positive or negative magnetic field. A positive or negative spot on a magnetic tape, disc, or drum. The presence or absence of a hole in a punched card. By combining these devices in different ways, numbers can be put into a computer, processed, and the result shown. First, a number is put into a punched card. Then this is passed over an electric roller. Wire brushes touch the roller where there is a hole in the card, and the number on the card is converted to pulses. Positive and negative pulses create positive and negative fields in sets of magnets. The magnets act as a memory store. These numbers can be later released and shown on a register. A pulse can operate a switch. In this way, instructions can be sent to different parts of the computer. These instruction pulses can be stored in the memory and later released to operate the correct switches. The switching instruction is called the program. This is stored first. Then the numbers to be calculated are stored, and they are called the input data. First, the program is put in and stored in the processor. Then the input data is put in and stored separately. When both the program and the input data are stored, the computer is ready to begin. A pulse will release the program and the numbers are calculated. When the calculation is finished, the result goes to an electric typewriter and the answer printed out. The input data has been used up, but the program remains to be used as often as required. If you had lots of routine calculations to do, you would use reference tables. Computers keep reference tables in a permanent memory called a backup store.
The reference tables are kept on punched card, magnetic tapes, discs, and drums. They are switched to whenever needed. So far, all the input data has been numerical. But it can also be alphabetical. The combination of words and numbers is called alphanumeric. Numbers are put in one block and separated from words by a code signal. The next block of information is words, and so on. The punch tape is passed over a recording head, and the words and numbers are stored until needed. To sum up, the program and input data are typed out and automatically transcribed into punch tape. This is fed into the computer and processed. The answer is punched into tape, and this tape is fed into the output typewriter where the answer is clearly shown. Before a problem can be put into a computer, it must be broken down into a series of simple and logical steps. This is called a flowchart. Imagine a man learning to juggle. The sequence of steps would be: pick up clubs, toss them in the air, catch them. Did you catch them? No? Start again. Pick up clubs, toss them in the air, catch them. Did you catch them? Yes? Finish. A better flow chart would have a fixed number of clubs and work progressively towards it. Logical statements are either true or false. These can be shown by 1 and 0. Elephants have big ears is true and equals 1. Elephants can fly is false and equals 0. Elephants have big ears and can fly is false and equals 0. This is the AND switching circuit. Statements can be set out as switching circuits to show all possibilities. Supposing a ship wants to put to sea. First, the tide must be in, and the weather must be good, and the captain must be sober, and the harbor master informed. A series of AND switches will show the result. Another logic circuit is the NOT relation. This is John Smith.
This is not John Smith. It is raining. It is not raining. Then the OR relation can also be shown as a switching circuit. John Smith is wearing a raincoat or carrying an umbrella. He may be doing both. The statement is true whether he is doing one or both at the same time. A simple combination of switches would show that this is John Smith. It is raining. And he is wearing a raincoat. If it were not John Smith, then the statement would have been false. The computer can do three things extremely well: calculate very fast, operate complex sequences of switches, store vast quantities of information. Computers used mainly for calculating have a large processor and a small backup store. Automation requires continual checking and surveillance of a process. A computer used here would have several small but highly specialized processors, each dealing with its own task. A computer used for information retrieval requires a large backup store, but a relatively small processor. This type of computer may be used in a large company with thousands of files relating to sales, organization, accounts, stock control, management decisions, and so on. Time, money, and effort is saved by having all this information instantly available. The most complex use of the computer is in space travel. Before a rocket can be sent to the moon, all the conditions it's likely to meet must be simulated. Engineers, doctors, chemists, weathermen, physicists, communications experts must all translate their work in terms that a computer can understand. When this has been done, all the alternatives are compared. Only when every possibility has been considered and checked will the rocket go into production. There seems to be no limits to what can be described by 1 and 0. Pictures, movement, music, and color can all be processed, stored, and retrieved. Can the computer handle any form of information? So far, no one has used 1 and 0 to describe love or hate, fear or courage, generosity or greed, goodness or evil. But it's quite possible these two will find ways of being computerized. It may be a long way off, but if the thought of it makes you lose your sleep, you can always try counting sheep.
Just what are digital computers? Are they superhuman machines that can solve any kind of problem? No, not any kind. Are they man-made monsters that perform mathematical miracles in millionths of a second? No, nothing miraculous at all, nor monstrous. Are they electronic brains that can do man's thinking for him? Well, they can do some of it, and be big and quick about it, too. Large computers can remember and keep tab on millions of bits of data, and fetch and use any of them in a fraction of a moment. And computers operate faster than, well, how many human beings using desk calculators would you say? 100? 1,000? More than that? Yes, 500,000. Yet, as complicated as they might appear, digital computers are basically simple. A collection of ideas and principles that are not at all difficult to understand. Nor are they very new. Here is the first computer man ever used. It was the first digital computer. Indeed, the word digit comes from the Latin word for finger. Used in counting, then, digits became numbers. To keep track of numbers, or to count higher, man used stones. We still use the Latin word for stone, calculus, and the first calculating device may have looked like this. With it, you could count your sheep, your children, your prayers. In fact, the Anglo-Saxon word bead meant prayer. When man put up his counting beads like this, he grouped them like the digits of his hand, with the extra beads counting the number of fives. The abacus, used by all civilizations of antiquity, is still a widely used counting or accounting device. 350 years ago, a Scottish scholar, preacher, and mathematician named John Napier invented these ivory calculating bones, as they were called. This is one of the original sets. They were used for multiplication. A few years later, the French genius Blaise Pascal invented and built the world's first mechanical adding machines. This is one of them, made in the 1640s. Pascal's achievement lay in the gear mechanism, which automatically took care of carryovers. For example, 6 plus 9 has the 1 carried over to the next place. Also in the early 1600s, an Englishman, William Oughtred, put together 2 logarithmic scales like these and made the form of slide rule we use today, an indispensable 300-year-old tool. In every area of defense, science, engineering, and business, progress depends on the availability of fast, accurate methods of calculation. They have enabled us to take giant steps forward in power, in control, in design, in processing, and in research. Our 7-league boots are our calculating machines, and they come in many styles. In some, the action is entirely mechanical, using levers,
linkages, gears, and ratchets to perform the calculating operations. The method used here is digital. That is, the machine works with digits, actual numbers. In this type of calculator or computer, the action is electromechanical. It makes use of servo motors, potentiometers, cams, friction drives, and similar devices. They are moved or set so that shaft positions, voltages, angles, lengths, and other physical quantities represent the numbers involved in the calculations. Since equivalents or analogs of numbers are used rather than numbers as such, these types of machines are called analog computers. In this type of computer, the action is entirely electronic and completely automatic. The working parts are transistors, vacuum tubes, magnetic devices, and other electronic components. The machine works with actual numbers and is therefore a digital computer. This film is concerned with this type of computer, and its purpose is to present a general introduction to the subject. The computer process is a logical one and is easy to follow. It begins with the problem, which may concern virtually any subject that can be treated mathematically. Determining the path and time positions of an orbiting satellite. Computing payrolls for thousands of employees. Equalizing the load in a power transmission network. Controlling airport traffic. Forecasting the weather. Or designing a missile and its system. Whatever it is, you have the problem, and you have data or information which the computer will process to arrive at a solution. To do this processing, the computer needs instructions. So you write a program, a complete, detailed list of every operation the computer must perform to solve the problem. Then, the completed program, that is, the instructions, and the data, the information to be worked on, are both prepared for insertion in the computer by transferring them to an input medium. This may be punched cards, punched paper tape, or magnetic tape for automatic insertion, or a typewriter for manual inputs. The medium carries the inputs in code language acceptable to the computer. The computer first stores the program and the data, and then processes the data as directed by the program. The results of the computer's work are transferred to an output medium, such as punched cards, punched tape, or magnetic tape, that presents the data in computer language. Or the medium may be a printer that presents the output in readable form. Thus, the solution is the completion of the process that began with the problem and the data. These elements are pertinent to all automatic digital computer systems. Now let us look at the functions performed by the computer. It has the ability to add, which it does by counting, to subtract, by counting in reverse, and to multiply and divide, operations that are based on addition and subtraction. These are the computer's arithmetical operations. It can also perform what are known as logical operations. It can compare one number with another. It can sort numbers into a particular order. It can find a specific number. And it can do such things as distinguish between positive and negative signs. Thus, the computer can make simple decisions or choices, but only as instructed. It operates on the basis of simplicity in the mathematical functions performed, multiplicity in the number of times these may be done, and speed that is fantastic.
It is accomplished electronically by means of transistors, semiconductor diodes, and vacuum tubes. Such devices have a two-state characteristic, the ability to switch from one state to the other. Off, on. Cut off, conduct. Low voltage, high voltage, and so on, switching in this manner in millionths of seconds, microseconds. This two-state characteristic is the foundation of electronic digital computer operation. However, these two states and the 10 digits of our decimal number system are not compatible, cannot be easily matched. Fortunately, there is a number system that is compatible. It is based on only two digits, 0 and 1. This is the binary number system. Bi meaning two. You'll hear a great deal of it in connection with digital computers. These two digits can be used to represent any number we wish. You'll find a full explanation of it in a later film. For now, let's accept the fact that a two-state device, such as a lamp, or a diode, or a transistor, can be used to count in the binary system. Off can be considered binary 0. On, binary 1. Let's add another component. Now there are more possibilities. 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. 3 will give us more combinations. Add more lights, and even more combinations are possible. Since the computer's language is binary, we must feed data to it in binary form. Take these binary ones. They can be represented by holes punched in a card at keyed locations. Unpunched locations represent binary zeros. We can use cards like these as an input medium or an output medium. Special coding enables us to represent letters of the alphabet, punctuation marks, and other symbols. A single card has approximately 1,000 locations for such bits of information. Bits is an abbreviation of binary digits. The data recorded on the card are read by metal fingers or brushes that make electrical contacts through the holes, and no contacts where there are no holes. Reading may also be done by using light beams and photocells. Paper tape is a similar carrier of information. Magnetic tape, which has an iron oxide coating, is still another vehicle for information. Small areas are magnetized, shown here symbolically, in one direction to represent binary 0, and in the other to represent binary 1. Thus, problem data and program instructions carried by the tape or whatever input medium is used enter the computer in the form of a binary code. The computer is part of a system that includes input and output devices. The input device is a data reader that converts the tape or card information into coded pulses of electricity, high and low voltages that represent binary 1s and binary 0s. The computer contains storage, control, and arithmetic sections. The storage section, sometimes referred to as the memory, contains elements that receive and store the problem data and the instructions. The control section directs all computer operations. Essentially, control is a timing and gating system for transferring data. It controls input, takes each instruction from storage and interprets it.
sets up the arithmetic section to do the mathematical or logical operations required, releases the problem data to the arithmetic section, and routes the results to storage. When the problem has been worked out, control routes the result to the output device. This device transfers the results to an output medium, tape, cards, printed form, or visual display. This, then, is the general scheme of operation of an automatic digital computer, midget or giant. In subsequent films, you will get to know the special meanings of such terms as word, logic, register, clock, and, or, and flip-flop. The automatic digital computer is a remarkable tool. In its many forms and sizes, it can do almost anything, but only at man's bidding. It will never duplicate the achievements of the human mind, for the computer has no initiative, no imagination, no spirit. Yet it is opening new fields of thought and work, and new goals for the human race. Man has made many tools that have multiplied the power of his hands. Here is one that multiplies the power of his mind.